Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Madame Durand. Aujourd'hui, dans le cadre du deuxième Café des Purs, on va vous parler du livre Qui est donc cette femme qui surgit comme l'aurore, un ouvrage issu de journées d'études organisées par le laboratoire HCTI, donc héritage et création dans le texte et l'image. Ces journées d'études sont tenues en 2017 et s'intitulaient donc Séminaire intertextualité et imaginaire biblique. Ce livre, qui fait suite à ces échanges, traite des principales figures féminines de l'Ancien Testament, donc de la première partie de la Bible. Et l'idée, c'est à travers ce livre de voir comment des figures féminines de la Bible sont abordées et réutilisées par différents acteurs, et ce, à différentes époques. On retrouve ainsi des dramaturges classiques, comme Racine, que des auteurs et des autrices qui nous sont plus contemporains, à l'image de Maria Calter ou encore de Sylviane Dupuis. Ce collectif est publié aussi également sous la direction de Benoît Jean-Jean, qui est un autre membre du laboratoire HCTI. Et Benoît Jean-Jean est professeur de langue, littérature et civilisation de l'Antiquité tardive à l'université Bretagne occidentale à Brest. Isabelle Durand, vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Bretagne Sud. Oui. Vous travaillez sur le romantisme, sur le roman historique, et vous faites également le lien entre la Bible et la littérature, mais aussi la littérature et l'histoire. Vous faites également le lien entre la littérature et la politique, et vous vous intéressez à la réception littéraire des figures mythiques. Tout à fait. Donc, vous êtes autrice de l'écriture romanesque des révolutions de Victor Hugo à George Orwell, qui ont été publiées aux presses universitaires de Rennes en 2012. Vous avez notamment rédigé Les sorcières entre réalité et imaginaire, donc en 2016. Et vous avez également, avec Benoît Jean-Jean, co-dirigé, Est-il bon, est-il méchant, variation sur le thème biblique des fratries aux presses universitaires de Rennes, qui sont sorties en 2018. Et vous avez organisé récemment en novembre, dans ce même lieu, un colloque sur les écritures de l'insurrection. Tout à fait. Donc cette publication dont nous allons parler aujourd'hui émane des travaux du groupe Intertextualité Imaginaire Biblique du laboratoire HCTI. Alors, la première question, elle va être très simple pour que tout le monde comprenne un peu ce qu'est l'intertextualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement? Oui, alors concrètement, l'intertextualité, c'est le fait de trouver dans des textes la trace d'autres textes. Donc la rencontre de deux ou plusieurs textes et donc plus généralement, effectivement, un texte plus ancien qui va être repris d'une manière ou d'une autre dans un texte plus récent. Et l'intertextualité, elle peut prendre diverses formes. Ça peut être la citation, ça peut être une simple allusion, ça peut être aussi un pastiche. Enfin, il y a vraiment différents niveaux, différentes formes d'intertextualité. Voilà. Et comme nous l'avons mentionné il y a quelques instants, votre livre est issu des journées d'études séminaires intertextualité et imaginaire biblique. Comment passe-t-on d'une ou plusieurs journées d'études à une publication ? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, moi, dans mon expérience, c'est généralement le cas, parce que l'objectif, quand on organise ces séminaires, c'est quand même de publier et on prévient les participants qu'il y aura une publication. Donc comme ça, ils savent qu'il y aura aussi ensuite ce travail à faire sur leurs articles. Alors certains, parfois, choisissent de ne pas publier parce que ils estiment que ce n'est pas assez abouti ou bien qu'ils ont déjà publié quelque chose qui ressemble. Donc après, c'est tout à fait leur choix. Mais tout simplement, quand on estime qu'on a suffisamment approfondi le sujet, qu'on a de quoi faire un volume, eh bien, on avait prévu ça donc, sur 2 ou 3 ans, avec des séances régulières. On est arrivé à une certaine masse d'articles. Et là, on a un peu épuisé le sujet, entre guillemets, donc on a décidé de passer à la publication. Donc là, il a fallu effectivement récupérer tous les articles et puis construire l'ouvrage, en fait, organiser, construire une introduction, une conclusion. Donc, le livre dont il est question ici est issu donc de journées d'études ayant eu lieu en 2017.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce laps de temps entre ces journées d'études et la publication en 2023 de cet ouvrage? Alors justement, parce qu'en fait 2017, c'est l'année de début du séminaire. Et en fait, le séminaire, il a duré environ 3 ans déjà. Donc on a évidemment attendu la fin du séminaire pour se lancer dans la publication. Et après, effectivement, c'est assez long. Comme je pense que ça a déjà été dit, hein, il y a plusieurs choses. Il y a le temps que les participants mettent à renvoyer leur article. Parfois, ils ont autre chose à faire, c'est pas tout à fait prêt, il faut attendre, il faut être patient. Et puis ensuite, il y a le temps de correction de notre part. Donc avec Benoît Jean-Jean, on s'est partagé le travail, correction, mise aux normes des purs, rédaction d'une introduction, d'une conclusion. Et ensuite, soumission du manuscrit au pur. Et là, à nouveau, il y a un délai, puisqu'il faut que le manuscrit soit évalué. Donc, ça dépend de la pression, mais faut le temps d'avoir la réponse. Ensuite, une fois que le manuscrit est accepté, il y a toujours un petit travail à refaire dessus, hein, des petites corrections, ajouter un index qui n'était pas présent, etc. Et donc tout ça, ça finit par prendre effectivement plusieurs années. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est plutôt rare, c'est de voir les publications très, très rapides. D'accord. Et donc, le livre a été publié au PUR, aux presses universitaires de Rennes. Pour quelles raisons publier au PUR et dans la collection Interférence? Est-ce que vous avez fait le choix de publier au PUR dans cette même collection parce qu'auparavant, vous avez fait une publication antérieure du livre « Est-il bon, est-il méchant ?» Un livre cette fois-ci sur les fratries bibliques qui est sorti en 2018. Est-ce que c'est une forme de continuité? Oui, alors c'est sûr que déjà, on avait envie de publier au PUR parce que ce sont des éditions universitaires reconnues. Donc c'est quand même un gage de qualité et puis de visibilité aussi, hein, les livres des purs. Et effectivement, en plus, comme notre premier volume sur les fratries avait été publié au PUR, il y avait une logique, une continuité et c'était beaucoup plus simple que ça apparaisse chez le même éditeur. L'ouvrage est un ouvrage collectif. Et vous êtes donc avec Benoît Jean-Jean, directrice et directeur de publication. Oui. C'est quoi le rôle, ou les rôles d'ailleurs, d'une directrice ou d'un directeur de publication? Alors en fait, il y a plusieurs rôles, parce qu'il y a un rôle en amont, puisqu'on était aussi les organisateurs du séminaire. Donc en tant qu'organisateur du séminaire, on avait défini évidemment les axes qu'on souhaitait traiter. On a invité aussi les personnes, les collègues, sur différents sujets. Donc on a un petit peu construit déjà en amont l'architecture de l'ouvrage. Et ensuite, donc, au stade de la publication, il y a tout un travail d'organisation déjà. Comment est-ce qu'on va articuler les différents articles, quelle partie on va faire, etc. Est-ce qu'on va garder tous les articles? Il y a aussi toujours cette question qui se pose. Et puis, donc, du début à la fin, il faut vérifier, corriger, communiquer effectivement avec les participants. Si on leur demande des corrections, il faut vérifier qu'elles ont bien été faites, etc. Il faut aussi donc, comme je l'ai dit, rédiger une introduction, une conclusion, un index. C'est tout ce travail. Et puis ensuite relire les épreuves, les transmettre aux différents participants, ensuite vérifier que les corrections ont été reportées. Voilà, c'est tout ce travail qu'on a fait à deux et qui est le travail effectivement de directeur de publication. Au premier coup d'œil, le titre et la couverture de votre livre interpellent. En tout cas, nous, ça nous a interpellés. Et du coup, d'où notre question, pourquoi ce titre et pourquoi cette image? Alors, le titre, c'est, je réponds à la place de mon collègue Benoît Jean-Jean, parce que c'est lui qui a trouvé ce titre, qui est une citation, en fait, biblique du Cantique des Cantiques. Qui fait référence donc à la fiancée du Cantique des Cantiques. Et donc, comme on parlait des personnages féminins de la Bible, il a eu l'idée de ce titre, qui effectivement, du coup, pose question, c'est intéressant, et puis auquel on a ajouté un sous-titre plus clair,
hein, pour permettre d'identifier un petit peu l'objet, donc variation sur le thème des femmes de la Bible. Donc ça, c'est pour le titre. Alors pour la couverture, il s'agit en fait de l'affiche de notre séminaire qui a été créé par Alan Souquet, qui est le graphiste de l'UBS. Et comme on trouvait que l'affiche était très jolie, on lui a demandé son autorisation pour pouvoir l'utiliser comme couverture. Et il a accepté, donc voilà, c'est devenu la couverture aussi du livre. Nefertiti l'a mentionné un peu avant, mais donc vous avez rédigé Est-il bon, est-il méchant, qui est un livre qui porte sur les fratries bibliques. C'est donc un ouvrage qui porte davantage sur les hommes. Et était-ce donc une évidence pour vous, après cela, de travailler sur les femmes, ou était-ce une question de mode, peut-être de marketing? Alors, plusieurs questions en une. Alors d'abord, sur les fratries, on a effectivement travaillé, mais pas uniquement sur les hommes. Il y a aussi des fratries féminines dans la Bible, mais il est vrai qu'elles sont moins représentées, et dans notre ouvrage, elles sont moins représentées. Donc, ce n'était pas une question d'opposition homme-femme, hein, c'était deux objets différents. La question des fratries, des liens familiaux de fratrie. Et puis, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler sur les femmes de la Bible? Il y a sans doute plusieurs raisons. Ça nous a intéressé effectivement de parler de personnages qui étaient assez discrets, en fait. C'était ça l'objet. Quelque chose qui apparaissait pas forcément massivement dans la Bible, moins que ces fameuses fratries, et qui en même temps sont des personnages nombreux et importants, hein, et dont certains sont connus, hein, dont on retient les noms. Et donc, alors, le fait que ces personnages soient très discrets, c'est très intéressant pour la littérature, hein, puisque la littérature va permettre justement d'inventer, d'imaginer finalement tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas raconté dans la Bible. Et du coup, on s'est dit qu'on aurait beaucoup de matière, hein, et effectivement, hein, les collègues qui nous ont proposé des sujets n'ont vraiment pas manqué. Hein. Donc ça les a intéressés. Alors après, est-ce que ça a rencontré, je ne dirais pas une mode, mais disons un questionnement théorique et interdisciplinaire sur le genre et les femmes? Oui, bien sûr. Hein. Mais c'était un ensemble en fait, de raisons qui nous ont amenés à explorer ce sujet-là. Hein. On cherchait un sujet biblique, et donc on avait déjà travaillé sur les fratries. Voilà, ça nous a apparu comme une bonne idée. En tant qu'historien, enfin, nous en tant qu'historiens, on est obsédés, en tout cas on doit être obsédés par les sources. Alors nous nous demandions, vous qui êtes professeur en littérature, même si vous faites un peu le lien entre la littérature et l'histoire dans vos recherches, à partir de quelles sources travaillez-vous en littérature? Alors, question vaste et complexe. Alors d'abord, je dirais ça dépend, je peux répondre pour moi, hein, mais donc ça dépend, il y a des différentes méthodes pour aborder les textes. Hein. Effectivement, il y a des gens qui seront plus du côté philologie et qui vont beaucoup travailler sur l'établissement des textes, il y a aussi des chercheurs en génétique des textes. Donc nous, nos sources, ce sont les textes littéraires. Hein. Ce sont les textes littéraires, et notre travail, c'est de les analyser, de les interpréter, d'en éclairer justement parfois la genèse ou les allusions justement à cette question de l'intertextualité. Hein. Et après, ces méthodes d'interprétation, effectivement, elles peuvent varier. Hein, parce que c'est aller chercher justement ce qu'on appelle l'hypotexte, ou aller chercher des éclairages extérieurs qui pourraient expliquer pourquoi tel auteur a écrit telle chose. Hein. Ça peut être de la correspondance, ça peut être des sources externes. Mais très globalement, l'objet des littéraires, c'est le texte. Et pour compléter ma question, est-ce que tout matériau littéraire est-il bon à prendre du coup? Ça dépend pourquoi faire. A priori, je dirais oui. Tout dépend ce qu'on y cherche. On
on peut sans doute, enfin peut-être faire de bonnes recherches sur de la très mauvaise littérature. C'est possible. Hein. Ça peut peut-être même être intéressant, je pense. Voilà, tout dépend ce qu'on cherche. Si on cherche, par exemple, si la littérature véhicule des clichés, des stéréotypes, ça peut être intéressant de s'intéresser à de la littérature dite de masse, qui n'aura pas forcément une bonne qualité esthétique, mais qui va pouvoir apporter un éclairage. Très bien. En littérature comparée, vous êtes une spécialiste reconnue des liens entre littérature et histoire. Est-ce que c'est une approche habituelle? Habituelle, c'est-à-dire que je ne suis pas la... Comment dire? C'est pas tant une approche qu'un objet pour moi. C'est-à-dire que je m'intéresse effectivement à des types de littérature qui mettent en jeu l'histoire, comme par exemple le roman historique. Ok, oui. Voilà. Donc après, cette approche, oui, elle n'est pas inhabituelle. Hein, mais ça dépend de l'objet qu'on choisit. Hein. Très bien. Merci. Dans cet ouvrage collectif, vous avez écrit un article intitulé Sarah de Marakalter, une relecture biblique au féminin. Alors que vous travaillez souvent donc, sur la littérature du 19e siècle, pourquoi avoir choisi un auteur contemporain, né en 1936 ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je trouvais que ce texte était intéressant. Et puis, j'ai déjà écrit sur le 20e siècle et sur la littérature, même sur le 21e, donc je n'avais pas de frontières pour cela. Et puis, il me semblait qu'effectivement, j'allais pouvoir peut-être dire des choses plus originales sur Marakalter que sur des textes du 19e qui ont été déjà bien balisés. En fait, il y avait aussi cette raison-là. Et il se trouve que ce récit de Marakalter est ressemble vraiment à un texte du 19e siècle. Et à un roman historique du 19e siècle. Donc, j'étais vraiment pas dépaysée. Et j'avais vraiment tous les... c'était aussi amusant pour moi de chercher, outre la réécriture biblique, les traces de ces modèles qui étaient à l'évidence des modèles de romans du 19e. Dans votre article, donc, vous écrivez que Marakalter a publié une trilogie, je cite du coup La Bible au féminin, dans laquelle il parle de 3 femmes, Sarah, Tzipora et Lila. Pourquoi n'avoir décidé de ne parler que de Sarah? Alors, essentiellement parce que Sarah est sans doute le personnage le plus connu de ces 3. Hein. C'est quand même un personnage important dans le récit biblique qui, même s'il y a peu de choses qui sont écrites sur elle, mais quand même, elle a déjà une existence. Et donc, c'était plus... ça me semblait plus intéressant parce qu'il y avait quand même quelque chose sur quoi s'appuyer. Alors que pour les autres, là, pour le coup, la dimension presque totalement imaginaire prend le dessus. Voilà. Donc, ça m'a... Et puis, c'est un personnage que je trouvais riche, intéressant. Donc, j'ai choisi de m'intéresser à Sarah. Encore dans votre article, il est question de Bible au féminin. Je cite, son roman, donc de Marakalter, se donne bien comme Bible au féminin. Qu'est-ce qu'une Bible au féminin selon vous? Alors, je paraphrase le sous-titre qu'il a donné donc, à sa trilogie. Alors, pourquoi il appelait ça Bible au féminin? Parce que il inverse le point de vue. Puisque le récit biblique, vous le savez, met en scène des hommes et raconte une histoire d'un point de vue qui est purement masculin. Les femmes ont des positions subalternes, elles sont en général silencieuses. Alors leur rôle, peuvent avoir un rôle important, mais ce sera toujours en rapport avec un homme. Un époux, un frère, un père, etc. Et donc, le choix que fait Marakalter, c'est de raconter la même histoire, mais en changeant le point de vue. Donc, il va imaginer ce que Sarah, elle, a vécu dans un épisode qui est bien connu, qui est donc l'histoire d'Abraham.
où effectivement intervient Sarah, hein, mais là, c'est du coup voilà, un changement de perspective. Et c'est ça la Bible au féminin en fait. C'est la Bible telle qu'une femme, imaginons, la raconterait. Voilà. Dans le livre, et donc il est question de, je cite, redescendre l'histoire à hauteur d'homme. Est-ce que c'est réalisé par Marek Alter? Et si oui, comment est-ce que c'est réalisé? Alors c'est en partie réalisé, oui, parce que il en fait un récit très, on dirait très romanesque, avec des sentiments amoureux, avec des épisodes qui s'enchaînent. Sarah s'enfuit de chez elle et puis elle est rattrapée. On veut l'obliger à se marier, etc. Donc, et puis on va explorer aussi ses sentiments personnels. Comment elle vit sa stérilité, hein, qui est un aspect important dans la Bible, comment elle vit sa relation avec Abraham, alors qu'elle est d'une autre culture, etc. Hein. On va vraiment rentrer dans tous ces détails humains qui sont évidemment pas présents et qui n'intéressent pas le récit biblique. Hein, c'est en cela qu'effectivement on revient à hauteur d'homme, d'humain. Vous parlez aussi dans votre article d'une forme de révolte chez Sarah. Est-ce que le personnage de Sarah est une figure de la femme révoltée? Est-ce que c'est une réécriture de Marek Alter? Ou est-ce que cela fait partie des raisons qui vous ont poussé à faire le choix de cette figure, puisque vous avez travaillé par ailleurs sur la Révolution? Alors non, alors d'abord c'est une pure invention de Marek Alter. Hein, le personnage biblique de Sarah n'est pas du tout révolté. Et donc, voilà, il va inventer effectivement cette jeune fille qui n'accepte pas les codes de la société dans laquelle elle vit. Et donc, non, a priori, aucun lien avec la question de la Révolution. Hein, mais effectivement, il en fait un personnage qui est complètement anachronique, mais qui est attachant, intéressant, et qui manifeste timidement une certaine forme de féminisme, on pourrait dire. On va revenir pour clore un peu ce deuxième volet du Café des Purs sur des questions en rapport avec l'ouvrage en général. Et je vais vous demander, est-ce que c'est habituel pour vous de travailler sur des figures féminines? Alors, c'est pas la première fois, hein, mais c'est la première fois que c'est l'objet d'un ouvrage entier. Hein. Après, par exemple, dans mon ouvrage personnel, donc sur l'écriture des révolutions, effectivement, j'ai consacré une partie aux figures féminines, justement à la représentation de ces figures féminines dans les récits de révolution. Hein, donc cette question effectivement du genre m'intéresse. Hein, c'est un point que j'ai développé assez récemment. Et justement, en parlant de la question du genre, vous êtes-vous limité, en tout cas vous, le collectif dans le livre, vous êtes-vous limité à des genres littéraires? Non. Puisque on a ouvert à aussi bien la poésie, le théâtre, le roman, voilà, tous les genres littéraires et toutes les époques aussi étaient possibles. Dans l'ouvrage, donc, il y a des œuvres picturales qui figurent pour illustrer les propos du collectif. Certaines n'y apparaissent pas. C'est un choix, et pourquoi avoir fait le choix justement que certaines œuvres apparaissent mais pas d'autres? Alors là, je ne sais pas si je maîtrise vraiment tout. Je vais formuler des hypothèses. Je suppose que parfois, il y a des questions de droit qui empêchent de reproduire certaines œuvres, et aussi sans doute une question de coût pour l'éditeur. Et donc, il a fallu certainement limiter le nombre d'illustrations. Je pense que ça s'explique par des raisons plutôt pragmatiques. D'accord. Et est-ce qu'il y a une raison particulière de faire, par exemple, des écarts littéraires? Dans votre ouvrage, il est autant question de dramaturges classiques comme Racine que d'auteurs contemporains tels que l'artiste de bande dessinée Géluc. C'est un peu le principe du collectif et puis de ce séminaire qu'on avait ouvert assez largement.
Et l'idée, c'est aussi de faire dialoguer des collègues qui ne travaillent pas forcément justement, ni sur les mêmes périodes, ni sur les mêmes objets, mais qui vont pouvoir se retrouver autour d'une problématique commune et échanger, hein, et voir peut-être des points communs, aussi des évolutions. Voilà, c'est l'intérêt aussi, hein, d'avoir aussi bien des choses sur le XVIIe siècle que sur l'extrême contemporain. Très bien, eh bien, merci beaucoup Madame Durand. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous de vous être déplacés, professeurs et camarades. Merci. Merci.